Salam alaikum, Azulfullaoun, bonsoir. Demain, dimanche 10 avril, se dérouleront les élections présidentielles françaises. La campagne électorale a été officiellement ouverte le 28 mars 2022 et elle a été clôturée hier soir, le vendredi 8 avril à minuit. Elle s'est déroulée, cette campagne électorale, dans un contexte international difficile, celui de la question ukrainienne, mais aussi celui de la Covid, de l'inflation et des augmentations des prix à la consommation, qui ont tout autant pesé sur le malaise et l'absence d'enthousiasme. Quelques chiffres importants. 12 candidats sont en lice, dont le président sortant. 95% des Français en âge de voter sont inscrits sur les listes électorales. 48,7 millions d'électeurs, dont 25,5 millions de femmes et 22,5 millions d'hommes. Selon des rapports officiels de l'INSEE, la quasi-totalité des adultes de moins de 30 ans est inscrite sur une liste électorale. 99% pour les 18-24 ans et 100% pour les 25-30 ans. Pour certains candidats, la haine, l'agitation des peurs, l'islamophobie ont été omniprésents dans leur discours. En guise de programme, un insidieux amalgame a été entretenu entre islam, délinquance, terrorisme et immigration, avec tout ce que cela suppose d'insécurité et de dégradation, comme ils disent, du bon vivre français. À un point où l'un des candidats, Éric Zemmour, pour ne pas le nommer, a donné au parti qu'il a créé le nom très évocateur de Reconquête, puisqu'il ne craint pas d'annoncer contre les musulmans de France, y compris contre les Français d'origine maghrébine, des mesures destinées à ratisser très large dans le racisme et l'islamophobie. D'autres candidats, même s'ils ne sont pas aussi fascisants, ou du moins pas aussi ouvertement que M. Zemmour, n'en étoffent pas moins leur programme de discours où l'autre, et tout particulièrement le musulman, est désigné comme le bouc émissaire de tous les problèmes de la société française. Ce genre de fonds de commerce politique qui va puiser dans les fonds les plus glauques de l'âme humaine aurait dû tout naturellement et par légitime défense provoquer une réaction citoyenne dans la communauté musulmane de France, qui aurait pu ainsi s'organiser pour se défendre, pour peser par les consignes de vote. Ce n'est malheureusement pas le cas, puisque cette frange de la population française se distingue par sa propension à l'abstention systématique. Elle aurait pu peser, pourtant, au-delà des clivages idéologiques qui la traversent, sur le cours des élections françaises. Nous ne connaissons pas le vrai chiffre des électeurs musulmans de France, puisque les statistiques ethniques ne sont pas autorisées dans ce pays, et personne ne connaît donc l'importance de ces populations dans son échiquier politique, mais leur grande visibilité dans la société française permet d'affirmer qu'ils sont relativement nombreux, que leur poids électoral pourrait être d'un apport décisif dans certains équilibres. La question se pose donc, pourquoi les musulmans de France, pratiquants ou non, ne votent-ils pas alors que ce geste citoyen pourrait transformer leur vie et les sortir de la discrimination et du ghetto politique dans lequel ils ont été incarcérés, où ils ne servent que de faire valoir pour opportunistes politiques en rade? Pourquoi ?
Élection présidentielle française 2022, c'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir depuis Paris, par Skype, Gamel Abina, porte-parole du mouvement des droits civiques. Gamel Abina, merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Merci. Nordine Aoussat, professeur Nordine Aoussat, écrivain et conférencier depuis Paris aussi. Professeur Nordine Aoussat, merci d'être avec nous. C'est Jamaldine, merci pour l'invitation et je salue les téléspectateurs et téléspectatrices d'El Mararibia ainsi que mon ami Gamal Abina aussi, que j'ai le plaisir d'avoir pour la première fois sur El Mararibia. Merci. Alors, Gamel Abina, votre sentiment, vous êtes vous-même algéro-français, vous êtes très impliqué dans la société civile française, dans le militantisme, j'allais dire, pour les damnés de la terre, de ces communautés qui servent de plus en plus j'allais dire, de prétexte pour faire voter dans un sens ou dans un autre. Quel est votre sentiment sur ces élections, votre sentiment général? Je salue Nordine aussi, c'est un plaisir de le voir. Je dirais, c'est pas tellement de prétexte, mais de bouc émissaire. Le terme est beaucoup plus intéressant parce que ça renvoie à d'autres boucs émissaires qui ont eu des moments très, très dramatiques dans l'histoire de l'Europe, on les connaît déjà. Donc, quel est le sentiment qu'on a? C'est qu'effectivement, la variable d'ajustement est arabo-musulmane en France. Je parle bien d'un peuple qui vient d'Afrique du Nord, mais d'une civilisation qui va bien au-delà de l'Afrique du Nord. Et donc, ce peuple est caractérisé par toujours des images assez délétères de délinquance, de terrorisme, de violence, d'islam dit radical, de mosquées, d'insoumission. Enfin, tout ce discours qu'on entend régulièrement et qui ne sert qu'à cacher qu'une réalité en vérité. D'abord, c'est une lâcheté d'attaquer des gens qui sont faibles économiquement et politiquement. On n'est pas représenté par aucune organisation. Donc, cette faiblesse chronique permet à nos adversaires, puisque ce sont bien les adversaires politiques, de nous attaquer. Et puis, deuxième chose, surtout, c'est qu'effectivement, quand on n'a pas les moyens de régler la crise économique monumentale, 6 millions de chômeurs, un endettement abyssal de la France vis-à-vis de fonds internationaux prédateurs à 2700 milliards, une crise du Covid qui a tué plus de 100 000 personnes aujourd'hui, une peur de l'avenir, parce que maintenant on ne rêve pas à l'avenir, on a peur de l'avenir. Quand toutes ces questions sont posées, effectivement, eh bien, le seul moyen de détourner l'attention, c'est de parler d'immigrés, de parler de petites délinquances, de petits problèmes qui se posent ça et là, mais qui ne répondent pas à la problématique principale, à savoir comment faire en sorte, et c'est la question que les Français posent tout le temps, comment faire en sorte d'aller mieux dans ce pays, de ne pas mal vivre, de bien vivre, d'avoir au moins l'espoir de réussir, non pas seulement de s'en sortir, mais au moins de réussir dans sa vie. Eh bien, ces questions-là ne sont pas répondues par les politiques. Très bien. Nordine Aoussat, votre sentiment général sur ces élections avant d'arriver à des points de détail, si je peux me permettre? Oui, donc les élections qui vont arriver, elles sont très importantes dans le calendrier et l'évolution du paysage politique français. Nous avons assisté à Sarkozy qui a cassé la droite en quelque sorte, notamment en prenant pour 3 ministres des ministres souverains des Affaires étrangères, etc., des gens de la gauche. Après lui, donc 2012, il y a Hollande qui vient, il est censé être de gauche, mais il va gouverner avec une politique de droite. 2017, nous avons Macron. Et il aura, je me permets de vous le rappeler, il aura d'ailleurs Macron comme ministre du budget, je crois, ou de l'économie, ou je ne sais plus. Absolument, absolument. Donc, normalement, il était censé être un gouvernement socialiste. Il avait Macron, notamment ministre du budget, exactement. Et par la suite, quand il s'est présenté aux élections, Macron, il s'est présenté comme n'étant ni de droite, étant de gauche, avec un peu aussi de droite. Finalement, nous avons eu un président qui a eu à 2 reprises des premiers ministres qui sont issus de la droite. Et aujourd'hui, la société française se trouve dans un chamboulement
totale politiquement. Bien entendu, comme il n'y a plus de clivage droite-gauche, il n'y a plus de débat réellement idéologique sur le nucléaire. Ceux qui étaient anti-nucléaires sont devenus pro-nucléaires. L'écologie, qui n'est pas tout à fait un point sur lequel il y a clivage, puisque tout le monde se dit écologique. Effectivement, ils ont trouvé, comme l'a dit si bien Gamal, l'islam, les musulmans, comme un bouc émissaire. Et vous savez comment ils appellent ça? Ils appellent ça les questions régaliennes. Quand ils parlent d'islam, de laïcité, etc., ils appellent ça des questions régaliennes. C'est-à-dire, elles passent par-dessus le chômage, l'emploi et la croissance économique, la sécurité de l'emploi, la sécurité des citoyens, etc. Donc, demain, ce sera certainement une journée très importante dans le paysage politique. On saura comment réellement, ce n'est pas des sondages, ce sera du réel, comment les Français voient Macron qui a gouverné pendant 5 ans et qui a créé beaucoup de clivages au sein de la société. Les clivages gauche-droite ont disparu, mais un clivage entre l'élite et la base, il a été exacerbé. Alors, sondage, dites-vous, pour le moment, les derniers sondages donnent 26% et demi pour M. Macron. Derrière lui, pas très loin, Marine Le Pen, 23%. Derrière ces deux, Jean-Luc Mélenchon à 16,5%. Puis vient Éric Zemmour, 9%. Valérie Pécresse, 8,5%. Il semble que la droite est très près. Le deuxième, c'est Marine Le Pen. C'est très près du premier, 26,5. Gamal Abina, comment voyez-vous? Est-ce qu'il y aurait des alliances possibles, selon vous, au deuxième tour? Puisque à voir ces sondages, il semble que nous pourrions très bien avoir Macron, Marine Le Pen, Mélenchon, un des trois ou les deux premiers. Est-ce qu'il pourrait après y avoir, il y en aura certainement, des alliances, et comment cela pourrait-il se passer? Alors, ces fameuses alliances vont être négociées. Ça a été le cas en 2017 avec Dupont-Aignan qui pesait 5% dans les sondages et qui a apporté ses voix à Marine Le Pen en espérant être ministrable. Mais quand vous parlez de droite, faut pas dire droite, faut dire extrême droite. Parce que la différence entre la droite et l'extrême droite, même si on a du mal à la voir aujourd'hui, elle est très simple. L'extrême droite a un problème avec l'immigration. La plupart de son cheval de bataille parle de l'immigration comme étant le problème qu'il faudrait régler en expulsant les immigrés pour enfin trouver une croissance et une réussite dans le pays. On l'a vu en Allemagne dans les années 30, les immigrés, c'était les juifs allemands qui étaient là depuis 400 ans, perçus comme immigrés. Eh bien, on leur a fait la misère alors qu'ils n'ont représenté que 600 000 personnes. En France, la problématique est 10 fois supérieure. On est à peu près 6 millions en estimation, puisque comme vous le dites, il n'y a pas de statistiques ethniques. Mais par contre, les gens utilisent bien ces statistiques qui ne sont pas publiables. Donc, elles existent, mais elles ne sont pas publiées. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va avoir une extrême droite très puissante, puisqu'il y a 3 partis qui représentent l'extrême droite aujourd'hui. On a Dupont-Aignan avec ses 2%. On a surtout Zemmour, qui est une baudruche, qui est descendu à 8%, 8,5% aujourd'hui. Et on a une Marine Le Pen qui était au départ destinée à être fragilisée par la présence d'un Zemmour et qui a été renforcée. Ça a juste atomisé la droite classique, donc Valérie Pécresse qui développe un discours de plus en plus extrême aussi. Mais cette droite classique ne peut pas officiellement apporter son concours à Le Pen dans une élection. En revanche, Zemmour pourrait négocier cela, et évidemment Dupont-Aignan le fera comme il le fera tout le temps. Qu'est-ce qui se passe? Négocier avec qui? Négocier avec Marine Le Pen? Avec Marine Le Pen, oui, c'est la seule qui peut l'emporter. Hein. Enfin, aujourd'hui, on estime que Marine Le Pen, au second tour, parce qu'on a parlé des projections du second tour, face à Macron, ferait entre 48 et 49%. C'est dire que c'est une progression de 12 à 13 points par rapport à 2017. Donc c'est énorme. Ça signifie que la France, c'est un pays qui radicalement, les Français n'étant pas racistes massivement, évidemment, mais avec cette peur qui s'est installée, avec ces doutes, avec cette volonté de changement et de femmes présidentielles, puisqu'on parle de femmes présidentielles, eh bien, les Français sont prêts à parier sur une extrême droite qui changerait les choses et améliorerait leur ordinaire. C'est une erreur, malheureusement, parce que l'extrême droite ne va jamais bien loin et ils sont incapables de gérer mieux l'État que le reste du pays. Mais bon,
Et une chose est certaine, c'est que le choc qu'on risque d'attendre demain, le choc qui n'est pas attendu et qu'on oublie toujours, on minore la candidature de Mélenchon, qui a fait une campagne exceptionnellement bonne, qui a un vrai programme politique. J'ai eu l'occasion de lire tous les programmes, et c'est celui qui répond le plus aux questions des Français, aux attentes des Français, en matière de sécurité économique surtout. Eh bien, Mélenchon, en 2017, avait fait 13 points dans les sondages, a fini à 19 points, 6 points d'écart. Alors, cette élection, si elle ne ment pas, et si les sondages sont toujours aussi tendancieux, j'allais dire, eh bien, si Mélenchon est crédité aujourd'hui de 17%, il pourrait finir à 23% demain et donc finir en tête à tête avec Macron, ou qui sait, pire encore, Le Pen. Alors, il y a fort à parier, c'est la question que vous me posez qui est importante, c'est est-ce que Le Pen recevra des soutiens des autres candidats d'extrême droite? Oui, indiscutablement, parce qu'ils préfèrent voter pour l'original qu'une pâle copie comme Pécresse. Mais en revanche, est-ce que Mélenchon recevra la gauche? Non. Déjà, François Hollande s'est prononcé contre Mélenchon. Il est en très mauvais termes avec Jadot. Donc la gauche ne fera pas front commun avec Mélenchon au second tour s'il y va. Et donc Mélenchon deviendra la personne à abattre parce que son programme politique est un programme extrêmement anti-ultralibéral. Et ça ne plaira pas aux grands argentiers du pays et encore moins à ce qu'on appelle la France classique, à savoir la France conservatrice, républicaine, donc la France du Front républicain. Est-ce que, d'après vous, est-ce que Marine Le Pen aurait une vraie chance de passer au second tour? Alors, il faut savoir que l'élection municipale qui va suivre la présidentielle ne va pas la coller immédiatement. Contrairement à la tradition, elle se fera que dans 2 mois. Donc, même si Le Pen passe au second tour, et elle a une chance sérieuse de passer, parce qu'aujourd'hui, elle a une image quand même qui est beaucoup moins ternie qu'elle l'avait à l'époque. C'est plus la fille à papa aujourd'hui, elle a la rupture avec son père. Et donc, si Marine Le Pen l'emporte au second tour, parce qu'il y a eu des crises successives considérables, si elle l'emporte, ce sera dans un mouchoir de poche, c'est vrai, mais ça ne lui donnera pas la possibilité de gérer le pays, parce qu'il faut le Parlement pour cela. Donc, la plupart du personnel politique, c'est déjà qu'il y a un risque de lepénisation de la France, c'est-à-dire la présence de Le Pen au pouvoir, mais ils savent aussi comment la contenir. Ils ne feront pas l'erreur qui a été faite dans les années 30 avec Hitler. Il n'y aura pas d'extrémisme comme on l'a pu le voir avec une confiscation du pouvoir et des pouvoirs spéciaux décrétés pour Le Pen. Il y aura toujours une Assemblée nationale qui contrera les décisions de Le Pen. Donc effectivement, il pourrait y avoir à la suite de cette élection une cohabitation soit avec Le Pen, soit avec Macron, parce qu'effectivement, même si Macron l'emporte, il n'est pas sur l'emporter législative. Alors, Nordin Aoussat? Effectivement, donc ce que disait Gamal, je le rejoins sur la plupart de ce qu'il a développé. La société française, comme disent les analystes, la société et le paysage politique, depuis 2007, il s'est droitisé, réellement droitisé, c'est-à-dire à savoir qu'il y a une défragmentation et un émiettement de la gauche et depuis cette élection de cette fois-ci, on voit bien qu'elle s'est plus que droitisée, elle s'est extrême droitisée. Toute la droite et l'extrême droite en 2017, réunis ensemble, Dupont-Aignan, Marine Le Pen, ça faisait au premier tour à peine 20%. Actuellement, avec l'arrivée de Zemmour, là, ça fait quand même, ils ont augmenté de 10 points par rapport à ce qu'ils représentaient en 2017. Ce qui fait dire aux analystes qui suivent cela encore plus que nous, les observateurs, que rien n'est impossible. Ça reste encore difficile donc pour Marine Le Pen de l'emporter comme ça facilement, puisque l'image de l'extrême droite n'est pas totalement partie, même si elle a amélioré de beaucoup son image par rapport à son père. Elle ne fait plus peur que son père. Elle a pas pratiquement fait aucune, glissade de propos pendant les 5 dernières années vis-à-vis des Juifs, notamment qui surveillaient de très près le discours. D'ailleurs, sur son programme, dans son programme, il semble qu'elle promet de tout faire pour supprimer le voile, interdire le voile sur la voie publique, mais qu'elle n'interdira pas la kippa. On se demande... Absolument. Absolument, c'est Jamaldine, et il n'y a pas plus loin qu'en 2017, elle mettait sur le même plan
la kippa et le voile. Elle disait que c'était pareil. Oui. Voilà. C'était il y a encore 3 ans même, hein, même pas. C'est entre les 2 élections 2017 et 2022, elle était sur cette position. Et là, ces derniers mois, elle semble avoir changé. Bien entendu, on expliquera ça. Mais justement, Nordine Aoussat, ce qui nous amène à une question que je voulais poser. Est-ce que les gens n'ont pas ce qu'ils méritent? En fait, je m'excuse de poser les questions de façon aussi crue, aussi peu conventionnelle, mais je ne résiste pas à l'envie de les poser. Est-ce que les Juifs de France méritent le respect parce qu'ils ont su l'imposer, parce qu'ils ont su le gagner, notamment par le vote, alors qu'ils sont une toute petite minorité, mais ils pèsent de 1001 façons et ils influent sur le vote, ce qui impose le respect pour leur petite communauté, petite par le nombre, mais grande et forte par sa présence dans la politique française, contrairement aux musulmans qui ne pèsent rien parce qu'ils... bon, je vais vous dire quelque chose, Nordine Aoussat, je m'excuse de devoir en parler. Communiqué d'imams et de prédicateurs sur les élections présidentielles de 2022. Pour une fois, les musulmans se mêlent donc de politique et appellent directement à voter pour un candidat. Nous n'allons pas le citer nommément, mais d'abord, le fait que ce soit signé par des imams, est-ce que ça ne viole pas le principe de laïcité de la France, d'abord, même si c'est de la légitime défense, les musulmans sont tellement persécutés qu'ils réagissent, mais pourquoi réagissent-ils en imam, d'abord? Et ensuite, dans ce communiqué que j'ai lu, où on appelle à voter pour un candidat parmi les autres, il y a d'abord des fautes de français que je ne citerai pas, qui sont inacceptables. Parce que moi, je n'imagine pas un communiqué par le CRIF, par exemple, où il y a des fautes de français. C'est inimaginable. Et ensuite, il y a des maladresses, mais des maladresses très lourdes. Ce qui fait qu'on se dit, mais ils ne sont pas sortis de l'auberge, les musulmans de France, Nordine Aoussat. Malheureusement, oui. Donc, je répondrai à la première partie de votre question, si Jamaldine. Ensuite, je viendrai à ce fameux communiqué. Effectivement, la communauté musulmane, arabo-berbère, hein, elle n'est pas que arabo-musulmane. Absolument. Merci de l'avoir précisé. Mon ami Gamel, arabo-berbéro-musulmane, voire même africaine, etc. Africaine. Donc, ils votent très très peu. Ils votent très très peu et c'est dommage. On n'a toujours pas compris et pourtant ça fait quand même, moi je me souviens, ça fait 35 ans que je suis en France, je me souviens que déjà au début des années 90, il y avait un début de mobilisation. On incitait les jeunes à aller s'inscrire sur les listes électorales, les jeunes aussi, et donc ils se présentaient pour des élections locales, etc. Mais il y a eu un coup de frein, si je puis dire, depuis 2012. Premièrement, une grande déception de la part du candidat et surtout du président Hollande qui, ils n'ont pas pesé réellement sur le vote parce qu'ils ne représentent pas grand-chose en tant que poids, mais en proportion, 95, les sondages, les études, les enquêtes sociologiques ont montré que 95% des musulmans au deuxième tour de 2012 avaient voté pour Hollande. Pour avoir quoi ? Pour avoir finalement un président qui va gouverner avec une politique de droite et la fameuse déchéance de la nationalité pour ceux qui seraient accusés de ci ou de ça. Donc ça les a freinés. Ensuite, Macron qui n'a pas de passé politique ni de droite ni de gauche et qui vient sans idéologie et qui à Marseille, on se souvient de son meeting, où sont les Comoriens, où sont les Algériens, où sont les Marocains, où sont les ceci, etc., qui étaient pour la diversité, qui finalement nous pond la loi contre le séparatisme. Je pense que c'est vraiment difficile de convaincre.
Vraiment, moi qui suis imam citoyen, hein, d'accord, je le dis bien, haut et fort, je suis un imam et je suis citoyen. Hier, vendredi, sur le minbar, j'ai consacré la deuxième partie de mon prêche à inciter les gens au vote. Je ne donne pas de consignes, mais je pousse les gens à aller voter. Et je leur explique combien il est important d'aller voter. Donc, il y a déficit. Mais il n'y a pas que ça. Donc, je suis d'accord avec votre remarque quand vous dites ils n'ont que ce qu'ils méritent. Mais il y a aussi ça, si Jamaldine, c'est la politique démobilisée dans les quartiers. Ce sont 13 chercheurs, si Jamaldine, 13 chercheurs, c'est tous des sociologues, des chercheurs au CNRS, des universitaires qui ont fait ce livre, dans lequel c'est des enquêtes sur les pratiques de gouvernement en milieu populaire, comment il y a une véritable politique de démobilisation. Comment par la disqualification des militants, la cooptation des leaders, les divisions des associations, la dispersion des habitants, la répression des luttes, la répression du lutte. Donc il y a aussi un travail qui est fait de façon délibérée par certaines officines et même certains officiels pour démobiliser ces jeunes à s'impliquer dans la politique, à se mobiliser, etc. Bon, il y a beaucoup à dire de cela. Sinon, le communiqué, effectivement, je suis tout à fait d'accord, bien que je l'ai partagé et je l'ai diffusé sur ma page Facebook parce que c'était le minimum. J'ai dit, dans ce désert d'engagement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'engagement, c'est vraiment globalement, au moins, il a le mérite d'exister, mais effectivement, le communiqué, la contenance et je dirais le vocabulaire qui a été utilisé dans ce communiqué, il n'est pas digne de représenter les imams ni la communauté d'une manière générale. Très bien. Alors, Gamal Abina, nous allons écouter d'abord M. Zemmour, qui a été interviewé par la chaîne Berber TV. Il a dit des choses absolument... Je recommande vraiment d'écouter cette vidéo pour avoir une vraie idée de la monstruosité des hommes, pour se remplir de l'idée que l'opportunisme politique n'a pas de limite dans la méchanceté, dans la laideur. Mais nous allons écouter juste un petit extrait. Écoutez, moi je suis d'abord un berbère, premièrement. Donc je suis un berbère de confession juive, devenu français avec le décret Crémieux en 1870. Donc je connais les berbères, j'en viens, je sais leur rapport à la France, je sais leur rapport aussi au monde arabe, puisqu'ils ont été, on ne le dit jamais, colonisés par les Arabes en Algérie. Et c'est la colonisation dont on parle toujours, c'est la colonisation française qui n'a duré que 130 ans, alors que la colonisation arabe a duré plus de 1000 ans et qu'elle persiste aujourd'hui. Donc je sais exactement cette histoire et je sais aussi que les premières vagues d'immigrés venus pour travailler en France, d'Algérie, dans les années 60, fut essentiellement des berbères. Ce sont des gens qui ont travaillé et qui ont effectivement se sont assimilés à la culture française, sont appropriés l'histoire de France, exactement comme ma famille. Gamal Abina, je vais vous poser une question qui risque de choquer, très peu conventionnelle aussi. Et si d'aventure, est-ce qu'il ne serait pas souhaitable que l'extrême droite l'emporte? Par exemple, M. Zemmour, pour qu'enfin on puisse voir le maçon au pied du mur, pour que les Français se réveillent enfin à la vraie réalité, si je peux dire, et comprendre que tout ce qu'on est en train de leur promettre ne peut pas se faire. Qu'il ne pourra pas expulser 1 million de clandestins, qu'il ne pourra pas obtenir 0 immigration, qu'il ne pourra pas du jour au lendemain, en un claquement de doigts, faire de la France la belle France comme elle l'a été au XIXe siècle, où il n'y avait pas d'Arabes, où il n'y avait pas d'Africains. Et si l'extrême droite le remportait vraiment, ce scrutin?
Ben, j'ai envie de dire, eh oui, pourquoi pas, ce serait amusant. Ce serait amusant parce que ça démontrerait plusieurs choses. D'abord, la vacuité de leurs idées, leur incapacité face à une politique de monétisation, de financiarisation de l'économie pour laquelle ils ne peuvent rien faire, contre laquelle ils sont incapables de se dresser. Mais surtout, ça démontrerait leur médiocrité. Je vais prendre l'exemple que vous venez de citer à l'instant, M. Zemmour, que j'ai provoqué plusieurs fois dans des médias pour un débat. Il n'a jamais eu le courage de m'affronter parce qu'il sait très bien. Il sait parfaitement qu'il n'est pas en mesure de me répondre. Il a toujours des interlocuteurs qui sont très faibles intellectuellement, donc c'est facile de leur mettre plein la figure. Je vais vous donner un exemple très concret, parce qu'il a dit des absurdités hallucinantes dans son discours sur Berber TV, face auquel il a eu un contradicteur qui était inexistant. Ce n'était pas un contradicteur. Hein. Si vous parlez de journaliste. Oui. Ce n'était surtout pas un contradicteur. Au contraire. J'entends bien. C'est pour ça que quand je dis contradicteur inexistant, je maintiens le terme, il n'y a pas eu de contradiction. Il a été servi de propos extrêmement injurieux et racistes, hein, clairement. Alors apparemment, chez Zemmour, il y a les Berbères qui sont gentils, républicains, assimilés, donc une bêtise monumentale. On se demande de quels Algériens ils parlent en France, hein, puisque c'est la majorité. Ensuite et surtout, il nous réécrit l'histoire de façon extraordinaire. D'abord, il n'est pas berbère, lui, c'est un produit de l'Espagne andalouse. C'est un juif marane qui est d'origine arabe. Il a beau se dire le contraire. Il y en a un qui l'a démontré très évidemment parce qu'il revendique son origine arabe. C'est Benjamin Stora qui nomme Zemmour comme étant un juif d'origine arabe. Sa berbérité, s'est inventée parce qu'il a vécu dans une région berbère avec sa famille. Donc déjà, c'est une première blague. Ensuite, la colonisation arabe. Alors tout à l'heure, je parlais d'arabo-musulmans. Je ne parle pas de peuple, hein, ça ne m'intéresse pas les peuples. Moi, je parle de civilisation. Nous sommes, nous, les enfants de la civilisation arabo-musulmane, en étant africains, berbères, arabes, turcs, c'est pas un problème. La civilisation, c'est un socle qui est commun. Comme les Européens ont une civilisation européenne, et pour autant, ils ont tous leur spécificité locale et revendiquent cette civilisation. Et donc, Zemmour, il va vous sortir un truc hallucinant, par exemple, qui dit régulièrement une bêtise. L'Algérie n'existait pas avant la France. Bon, c'est une blague. On se demande ce que la France a conquis. On se demande quelle ville elle a attaqué. On se demande pourquoi est-ce que les villes comme Biskra ou encore même Constantine ou Alger existaient longtemps avant. Plus longtemps encore avant la Révolution française. Mais surtout, il ose dire que Algérie, le mot Algérie, est un mot qui a été inventé en 1830 par les Français. Alors maintenant, je vais vous donner une information qui peut être vérifiable en 20 secondes sur Internet, n'importe quel imbécile peut le faire. Je ne parle même pas de gens intelligents. Hein. AL, tous les mots qui commencent par AL, la plupart du temps, sont d'origine arabe. Alcool, alcouve, alhambra, si vous voulez, on peut encore dire algèbre, enfin, vous avez des kilomètres de mots. Donc quand un mot commence par AL, en règle générale, il vient de l'arabe. Et donc Algérie vient d'un mot qui était formé de l'espagnol, qui vient d'Al-Jazaïr, qui signifie quoi en arabe? Des îles, tout simplement. Et donc M. Zemmour lance des stupidités comme celle-là, et en face de lui, il y a des personnes qui ne lui répondent pas. Donc effectivement, quand on voit un discours aussi déconstruit, très limité, où il parle de colonisation à tout va, il n'a même pas compris que la colonisation, le mot colonisation lui-même vient de Christophe Colomb. C'est colonisation de peuplement et non pas de passage. Que les fiers guerriers berbères... Je ne suis pas très d'accord avec vous pour ce qui est de Christophe Colomb. Eh bien, Columbus, colonisation, c'est bien là, c'est l'idéologie qui est née là-dessus. D'accord. Quand on va conquérir un territoire, il faut le payer. Je vous invite à regarder, c'est très facile à trouver ça. Donc, colonisation est une dérivation de Columbus. Mais tout simplement pour vous dire quoi? Les fiers guerriers berbères chez nous, en Algérie, qui ont combattu Sinina, Jugurtha, qui ont combattu les Romains, qui ont combattu les Vandales, qui ont combattu même les Vikings, qui ont été toujours gagnants et vainqueurs, toujours, hein, je le rappelle. Comment auraient-ils pu perdre devant des Arabes ultra-minoritaires qui passaient avec très peu d'armées face à des combattants aguerris? Je ne crois pas qu'ils aient perdu. Je pense qu'ils ont récupéré une religion qu'on leur a donnée, qui est la religion de Dieu, et qu'ils se la sont appropriée, ils l'ont enrichie. Donc quand on parle de colonisation, il faut savoir de quoi on parle. Il n'y a pas eu de colonisation de peuplement des Arabes en Afrique du Nord. Il y a eu quelques présences arabes qui sont très limitées, mais majoritairement, les Berbères sont restés vainqueurs. Et quand il dit ça, c'est parce qu'il ne maîtrise pas ces sujets. Et malheureusement, quand il a en face de lui un ignorant, il ne lui répond pas. Eh bien, je vous dis simplement, par rapport à la question que vous venez de me poser à l'instant, si l'extrême droite arrivait aux commandes, effectivement, elle se déconstruirait immédiatement parce qu'elle n'a pas les leviers de pouvoir gérer un pays. D'abord parce que le pays est surendetté, parce qu'ils n'ont pas de soutien étranger et surtout parce qu'ils n'ont pas les moyens de leurs ambitions. Comme vous dites, on ne peut pas reconduire des millions de personnes à la frontière. Si on les reconduit à la frontière, il n'y a plus d'hôpitaux qui fonctionnent, plus de transports en commun, plus de taxis, plus rien, quoi. Et puis, deuxième chose qui est plus inquiétante à mon sens, et c'est là où j'attire votre attention, Marine Le Pen se présente avec une image qui, pour la première fois, s'est dépouillée des symboles français. C'est-à-dire que son affiche, il y a marqué quoi dessus? Il y a marqué femme d'État. Marine présidente, donc femme d'État, femme providentielle, mais il n'y a pas les couleurs bleu, blanc, rouge. Elle a pris un truc très neutre, très très sobre, très simple. Il n'y a plus la flamme du Front National, il n'y a plus ce côté extrême droite. Et ça pourrait effectivement conduire à peut-être ce choc qu'on peut attendre. Mais je ne pense pas qu'une extrême droite au pouvoir, même si à la limite, pourquoi pas,
puisse exécuter ce qu'elle rêve de faire depuis tant d'années. Elle sera incapable de le faire parce qu'elle se rendra compte que si vous voulez expulser des gens, très souvent, il y a des compétences de haut niveau qu'il faudrait expulser. Il faudrait faire un tri entre les bons et les mauvais. Et ça ne laisserait pas grand monde à expulser en réalité. Alors, nous allons écouter un autre extrait d'un Français algérien qui parle des élections françaises et du candidat idéal selon lui. Écoutons-le. Pour moi, c'est le dernier espoir de la gauche si on veut faire en sorte que justement il y a un candidat de gauche au second tour. Et comme je vous disais, c'est important pour défendre certaines valeurs par rapport à des candidats de droite, par exemple, ou à Emmanuel Macron. Donc, je trouve que c'est vraiment le dernier espoir de gauche. Et là, c'est vrai que l'Union n'a pas réussi à se faire au premier tour, mais pour l'instant, encore une fois, le vote utile, c'est vraiment Jean-Luc Mélenchon. Donc, c'est un peu le dernier espoir et il faut tout donner, il faut y aller. Pour moi, c'est le dernier espoir de la gauche si on veut faire en sorte que justement il y a un candidat de gauche au second tour. Et comme je vous disais, c'est important pour défendre certaines valeurs par rapport à des candidats de droite, par exemple, ou à Emmanuel Macron. Donc, je trouve que c'est vraiment le dernier espoir de gauche. Et là, c'est vrai que l'Union n'a pas réussi à se faire. Je ne suis pas très sûr qu'il soit franco-algérien, mais... alors, Nordine Aoussat, la question que tout le monde se pose, pourquoi la communauté musulmane de France ne vote-t-elle pas? Et quand je dis communauté musulmane, je parle de la communauté maghrébine, de la communauté africaine, de la communauté asiatique, qui doit se chiffrer en millions, plusieurs millions, très certainement. Pourquoi ne vote-t-elle pas? Pourquoi est-elle l'une des communautés où il y a le plus d'abstention, où l'abstention est une culture, une tradition, j'allais dire? Tout à fait. Donc, je pense avoir commencé la réponse à cette question. Donc, la mobilisation des jeunes. Premièrement, il faudrait faire remarquer que le comportement de vote, c'est un comportement que les Français, notamment, je dirais, d'une manière générale, ont hérité de père en fils, même de grand-père. Donc, un enfant qui, depuis son jeune âge, voit son père, sa mère, le jour du vote, aller voter, parfois même ils se font accompagner par leurs enfants, dès leur jeune âge, dès leur enfance, ils sont initiés au vote. Et ça continue comme cela, les enfants, ils prennent, je dirais, le relais des parents dans la même tradition. Nous, ce n'est pas le cas. Nous sommes à peu près, allez, disons, une génération et demie, voire 2 générations de Français musulmans ou musulmans français qui votent. Donc ça tarde à venir. En plus, il manque des leaders d'opinion, les influenceurs qui vraiment ont leur mot à dire. Vous avez cité tout à l'heure les Juifs. Les Juifs, ils se sont déjà prononcés il y a 6 mois. Hein, le CRIF, le consistoire, dans un communiqué commun, ils se sont déjà prononcés il y a 6 mois en arrière. J'ai lu l'article pour dire qu'aucune voix n'ira à Zemmour, par exemple. D'autres intellectuels juifs ont rédigé une tribune en tant que telle pour s'exprimer à droite, donc l'électorat catholique, même si on ne parle pas ici dans le sens le vote confessionnel, mais disons les composantes et leur particularisme qui les regroupe. Ils ont des leaders d'opinion, ils ont des influenceurs, ils ont même des candidats qui les sollicitent et par conséquent, il y a ce vote. Le vote musulman n'existe pas. Au contraire, donc le livre que j'ai montré tout à l'heure, c'était dans ce but, démobiliser les quartiers. Et quand on dit démobiliser les quartiers, ça sous-entend les quartiers où habite une grande partie, même pas, si ce n'est pas la totalité, des gens qui sont des musulmans. Mais gardons quand même l'espoir et voyons les choses de façon objective et en les mettant en perspective.
la proportion d'année en année, elle va en crescendo, elle va en augmentant. C'est vrai qu'elle a été freinée par la déception Hollande et puis maintenant un peu par Macron, mais aussi qui peut leur servir de fouet. Macron qui a porté au paroxysme la stigmatisation des musulmans par la loi contre le séparatisme et aussi et surtout par un ministre de l'Intérieur qui était ouvertement et qu'il a dit lui-même dans son discours, il fait et il dit plus que l'extrême droite. Macron, son but était de désengager, de retirer à l'extrême droite son électorat. Finalement, il n'a fait que le doper. Les musulmans votent moins parce que c'est une tradition chez eux qui sont en train d'acquérir petit à petit, mais dans l'ensemble, je vous le dis parce que dans mon entourage, je le vois, moi dans ma famille, on est 6 à voter. Cette fois-ci, mon plus jeune de mes enfants, ce sera son premier vote. Nous sommes 6. Tous, nous votons à toutes les échéances, qu'elles soient locales, législatives ou nationales. Je dirais que c'est une question de temps. C'est une question de temps. Ça va venir. Ça va Très venir. bien. Alors, il y a un grand potentiel. Très bien. Mais c'est vrai, Nordine Aoussat, que ce mot nouveau, ce néologisme, les quartiers, maintenant, c'est un consensus qui s'est installé, on ne sait pas comment, mais quand on dit les quartiers, tout le monde comprend qu'on parle des quartiers à forte présence maghrébine. Les quartiers. Hein, alors, Gamel Abina, pourquoi est-ce que la communauté musulmane de France, dans son entièreté, dans sa globalité, hormis le peu de gens à l'intérieur comme Nordine Aoussat et sa famille qui vont voter régulièrement parce qu'ils ont compris l'importance de ce geste citoyen, pourquoi ne votent-ils pas? D'abord, les quartiers, c'est elliptique pour dire les quartiers défavorisés, c'est ça le vrai quartier. Donc les quartiers où une majorité d'étrangers. Alors, pourquoi ils ne votent pas? J'ai eu l'occasion de faire un débat récemment avec Nadia Hay, qui est donc la responsable de la ville pour Macron, ministre de la ville, et on a discuté de ces questions-là, et elle disait, ce terme qui me gênait, elle disait les jeunes des quartiers. D'abord, dans les quartiers, il n'y a pas que des jeunes. Nordine Aoussat ou moi, on n'est pas des jeunes. C'est bon, ça, on a passé la période de la jeunesse, et on a beaucoup de gens de notre génération qui ont évolué dans ces fameux quartiers. Donc pourquoi ils ne votent pas? C'est bien que Nordine nous rappelle, effectivement, c'est qu'il n'y a pas de tradition démocratique chez nous. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nos parents n'avaient pas le droit de vote. N'oublions pas qu'ils sont tous d'origine étrangère. Que ces mêmes parents venaient d'une Algérie à qui on avait confisqué la citoyenneté. Elle n'existait pas. On était les sujets de la France. Je parle du Maroc et de la Tunisie, c'est pareil. Et donc, et le reste de l'Afrique en vérité. Et donc, comme il n'y a pas de tradition démocratique, donc de tradition, de réflexe d'aller voter, d'aller choisir un candidat, d'avoir une famille politique, on n'a pas de famille politique. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, se communiquer fait à la va-vite dans une panique généralisée, finit par rejoindre un candidat qui n'a pas toujours été clean avec les musulmans, mais qui a un discours beaucoup moins violent que les autres aujourd'hui, et donc il faut en communiquer sans même corriger les fautes. Pourquoi? Parce qu'ils se rendent compte que s'ils ne prennent pas position, ça va être la catastrophe. Et je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'idée que les quartiers votent si peu que cela. En vérité, ils ne votaient pas du tout à une époque, puis ils ont commencé à se conscientiser, et le phénomène Sarkozy a accéléré la conscientisation, ce qui fait que François Hollande est passé dans un mouchoir de poche, parce que la majorité des arabo-musulmans de France et des Africains, appelons-nous Africains, ce sera beaucoup plus simple donc, parce que nous sommes Africains, revendiquons ça, eh bien nous avons tous voté en faveur de quelqu'un qu'on n'aimait pas, Hollande. On se doutait bien qu'Hollande, c'était le fils de Mitterrand, donc une gauche qui n'était pas très nette. Mais face à Sarkozy, il valait mieux Hollande. Aujourd'hui, on est dans la même configuration, et la plupart des gens des quartiers, comme on les appelle, vont finir par voter pour le candidat de gauche le plus solide. C'est simplement parce qu'il est plus solide. Contre, non pas Macron, puisque Macron a de forte probabilité va repasser, mais contre le Front National, pour être clair, ce qu'on appelle le Rassemblement National. Et s'il ne vote pas, eh bien, on aura un Macron qui sera porté par un front, puisque lui aussi c'est un front qu'il a de gauche et de droite, avec une droite très dure qui va radicaliser ses positions et va aller encore plus loin qu'ils n'ont été. C'est la raison pour laquelle les gens vont voter, et je pense que le vote risque d'être massif. Le coup de surprise, on le verra évidemment demain soir, si Mélenchon, puisque c'est lui dont il s'agit, devait passer, il passerait à très peu
très peu de voix devant Le Pen face à Macron. Et là, on se retrouverait avec une configuration assez extraordinaire. Maintenant, la vraie surprise, ce serait peut-être qu'un Macron soit disqualifié au profit d'une extrême droite face à une extrême gauche. Et là, la polarisation serait extrêmement violente en France. Alors, dernier tour de micro, moins de 2 minutes chacun, s'il vous plaît. Quel est votre pronostic, Nordine Aoussat? Comment voyez-vous l'évolution de cette élection? Est-ce qu'il va y avoir beaucoup d'abstention, comme tout le monde est en train de le prévoir? Et qui, selon vous, pourrait l'emporter? Donc, pour l'instant, tous les sondages le disent, le taux d'abstention, il avoisine les 40%. Donc, il y a déjà 4 électeurs sur 10 qui ne disent pas qu'ils vont voter. Deuxième inconnu, c'est que 30% des candidats, des électeurs potentiels, ne savent pas encore de ceux qui vont voter sur les 60% qui se sont prononcés qu'ils iraient au bureau de vote et y voteront, ne savent pas encore, jusqu'à les derniers sondages avant-hier, jeudi, pour quel candidat ils vont voter. Ils hésitent entre 2 ou voire 3 candidats. Donc il y a beaucoup d'inconnus. Donc rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Mais je dirais Macron, hélas, il a un gros stock d'électeurs à droite et dans le centre-gauche qui sont prêts à voter pour lui. Et Marine Le Pen maintenant, entre Marine Le Pen et Mélenchon, j'aimerais bien que ça soit Mélenchon. Mais si c'est Marine Le Pen qui va passer, donc deuxième, donc on verra avec quel score et ça nous donnera une idée réelle de ce qui est devenu l'électorat français et ce qui est devenu la sociologie politique française. On verra. Restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Gamal Abina, vous avez le mot de la fin. Simplement, je pense que si les sondages mentent comme ils ont menti en 2017 avec un Mélenchon qui était crédité de 13% et qui a fini à 19%, eh bien, s'il fait le même score, il finira à 23%. Donc, il est fort probable que Mélenchon, qui créera la surprise, qui va être le choc, je pense, électoral de l'année, il est fort probable que Mélenchon soit en face du candidat dont on ne sait pas si ce sera Le Pen ou Macron, parce qu'ils sont très, très, très proches l'un de l'autre. Mais quoi qu'il en soit, je ne crois pas que Mélenchon sera en jeu. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il va gagner, évidemment, mais je pense réellement que cette mobilisation qu'on n'attend pas, ces fameux 40% d'indécis, de non-votants, ne voteront pas, parce que les choses sont très graves. Je pense que le vote ne va pas être très fort au premier tour, mais au second tour, il y aura une mobilisation considérable. Et on va nous refaire le coup du Front républicain face à l'extrémiste, ou de gauche ou de droite, et un Macron qui finira par l'emporter haut la main. Gamal Abina, merci beaucoup. Nordine Aoussat, merci beaucoup, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Et si tous les musulmans de France allaient voter demain, musulmans pratiquants ou non, dans toute leur diversité, et s'ils allaient voter demain pour un candidat qui les respecte, un candidat qui les considère comme des citoyens français à part entière et qui ont droit à la dignité, et s'ils allaient voter demain. قال خير بسلامة صحافتوركم.